Bienvenue dans notre exploration approfondie d'aujourd'hui. Quand on parle de jardinage, on pense souvent aux plantes, les couleurs, les légumes qu'on attend. Mais si on regardait un peu plus bas, juste sous nos pieds, Hmm, si le vrai secret d'un beau jardin, il commençait là, dans la terre. On la voit parfois juste comme un support, mais c'est tellement plus. c'est vrai. Aujourd'hui, on va creuser, si j'ose dire, cette question. Pourquoi c'est si important de bien connaître son sol de jardin? Qu'est-ce que ça change vraiment? Ce n'est pas juste de la matière, quoi. C'est un monde vivant. C'est une excellente manière de voir les choses. Pour quelqu'un qui jardine, peu importe son expérience d'ailleurs, comprendre son sol, c'est vraiment l'étape numéro 1, fondamentale. La base de tout. Oui, c'est la fondation sur laquelle, tout le jardin va pouvoir se développer. Se développer. Sans cette connaissance, on avance un peu à l'aveugle. Et disons que les chances de succès durable sont moins grandes. C'est la clé d'un jardinage réfléchi, et souvent plus satisfaisant aussi. Alors, entrons dans le concret. Savoir si on a, mettons, une terre argileuse, très collante, ou au contraire très sableuse qui file entre les doigts, ou calcaire. Qu'est-ce que ça change au jour le jour pour le jardinier? Ah, ça change beaucoup de choses, sur plusieurs plans même. Le premier impact, le plus direct peut-être, c'est le choix des plantes. Oui, logique. Toutes les plantes n'ont pas les mêmes besoins, loin de là. On imagine bien qu'une plante de rocaille sèche, elle va pas aimer une terre lourde et humide. Mais prenons des exemples courants. Si on veut de belles carottes, bien longues. Justement, les carottes ou les panais aussi, ces légumes racines, ils ont besoin de pouvoir s'allonger sans rencontrer d'obstacles. Donc il leur faut un sol léger, meuble, profond, qui se draine bien. Plutôt sableux alors? Typiquement, oui, un sol sableux ou sablo-limoneux. Si vous essayez dans une argile très compacte, souvent les carottes sont fourchues, petites, toutes tordues. C'est décevant. Et pour des plantes plus gourmandes, je pense aux tomates, aux courgettes. Ah, celles-là, oui, elles consomment beaucoup d'eau, beaucoup de nutriments. Elles vont préférer un sol riche, humifère, qui retient bien l'eau, mais sans être détrempé, et assez profond pour que les racines s'installent bien. Quel type de sol idéalement? Un bon limon ou un sol argilo-limoneux bien travaillé, avec du compost, c'est parfait pour elles. Dans un sol trop sableux, trop pauvre, il faudrait arroser et nourrir sans arrêt. C'est épuisant. Et puis, il y a des plantes qui ont des préférences très marquées, non? Pour le calcaire, par exemple. Tout à fait. Certaines sont dites calcicoles, elles aiment ça, le calcaire. Les pivoines arbustives, par exemple. Le lilas, le frêne. Et d'autres le détestent. Exactement, ce sont les plantes calcifuges. Le cas classique, c'est les plantes de terre de bruyère. Rhodos, azalée, camélia et les hortensiens. Ah oui, les hortensias qui deviennent tout pâles. Précisément. En sol calcaire, le pH est trop élevé et ça bloque l'assimilation du fer par la plante. C'est ça la chlorose. Les feuilles jaunissent, mais les nervures restent vertes. La plante souffre, elle s'affaiblit. Donc, connaître son sol, c'est un peu comme lire la notice du terrain avant d'installer les locataires. Ça évite de les mettre dans une situation inconfortable dès le départ. C'est exactement ça. Et le bénéfice est énorme. On gagne du temps, de l'énergie, de l'argent aussi, et on s'épargne beaucoup de frustration. C'est clair. Choisir des plantes qui sont naturellement adaptées aux conditions sol, mais aussi soleil, climat local, ça augmente vraiment les chances de les voir bien démarrer, bien grandir, sans avoir besoin d'intervenir massivement tout le temps. C'est un petit effort de connaissance au début. Qui paye après? Voilà. Qui paye sur le long terme. On travaille avec la nature de son sol, au lieu de lutter contre. Je vois bien l'intérêt pour choisir les plantes. Mais savoir quel type de sol on a, ça permet aussi d'agir dessus, de l'améliorer, j'imagine, si on veut quand même tenter une culture moins adaptée ou juste avoir un sol plus fertile. Absolument. C'est le deuxième gros avantage. Pouvoir adapter, améliorer son terrain, mais de façon ciblée et efficace. Connaître les points forts et les points faibles de son sol, ça permet de choisir les bonnes actions. On parlait d'une recette de cuisine tout à l'heure. Si on sait qu'on part d'une base très argileuse, très lourde, on cherche à l'alléger, à l'assouplir. C'est ça, Comment on fait concrètement? Un sol très argileux, il a des qualités. Il retient bien l'eau, les nutriments, mais il est lourd à bêcher, il se réchauffe doucement au printemps, il peut devenir dur comme du béton en été et étouffer les racines s'il est trop compacté ou toujours mouillé. Oui, c'est pas toujours facile. Donc, le but, c'est d'améliorer sa structure. Créer des grumeaux plus stables, plus aérés. Et là, la solution numéro 1, c'est d'ajouter régulièrement de la matière organique bien décomposée. Du compost bien mûr, du fumier bien vieilli. Pourquoi ça marche?
Parce que les micro-organismes du sol vont manger cette matière organique, et en la mélangeant à l'argile, avec l'aide des racines et du gel en hiver, ça va former des agrégats. Ça améliore l'aération, le drainage. Certains ajoutent du sable grossier, mais il faut faire attention. Ah bon, pourquoi? Si on ne met pas la bonne quantité ou le bon type de sable, on risque de faire l'inverse, de créer une sorte de ciment. L'ajout de compost, c'est plus sûr et bénéfique sur le long terme. D'accord. Et pour le contraire, un sol très sableux, où tout semble passer à travers, l'eau, les engrais, on a l'impression que rien ne reste. Là, le défi, c'est d'augmenter sa capacité à retenir l'eau et les nutriments et de lui donner un peu de corps. Et devinez quoi? La matière organique est encore la clé. Encore elle. Oui, apporter beaucoup de compost, de fumier, de feuilles mortes régulièrement, ça va créer de l'humus. Et l'humus, ça agit comme une éponge. Et ça aide à lier les grains de sable. Ça améliore la structure, la rétention, la fertilité. C'est un travail de longue haleine, hein. On construit la fertilité petit à petit. Est-ce qu'il y a des petits tests simples qu'on peut faire soi-même pour avoir une idée de la texture de son sol, sans aller jusqu'à l'analyse en labo? Oui, bien sûr. Il y a des tests assez parlants. Le test du boudin, par exemple. Vous prenez une poignée de terre humide, mais pas trempée, et vous essayez de la rouler en boudin dans votre main. D'accord? Si ça s'effrite tout de suite, c'est très sableux. Si vous faites un boudin mais qu'il casse facilement, c'est plutôt limoneux. Et si vous arrivez à faire un boudin fin et même à le plier en anneaux sans qu'il casse, alors là, c'est très argileux. Malin, hein. Et le test du bocal? Ah oui, aussi. Vous mettez un peu de terre dans un bocal en verre, vous ajoutez beaucoup d'eau, vous secouez très fort et vous laissez reposer. Les plus gros grains, les sables, tombent au fond en premier. Puis les limons et les argiles, très fines, restent en suspension plus longtemps avant de se déposer tout en haut. La hauteur des couches donne une idée des proportions. C'est intéressant. Avec un peu d'observation, on peut déjà agir plus intelligemment pour équilibrer les choses. Tout à fait. Le but, ce n'est pas forcément de changer complètement la nature du sol, hein. Vouloir transformer un sol très calcaire en sol acide, c'est souvent une bataille perdue d'avance et épuisante. Il s'agit plutôt de l'améliorer, de corriger ses défauts par rapport à ce qu'on veut planter, tout en profitant de ses qualités. Et cette connaissance permet de faire les bons gestes, d'éviter les apports inutiles ou même parfois néfastes. On travaille avec son sol. Ce qui nous amène assez logiquement au troisième point. Un sol adapté, amélioré, c'est la promesse de plantes plus saines, plus fortes, plus résistantes. Une plante qui est bien dans son sol est juste mieux armée, non? C'est absolument essentiel. Une plante qui trouve dans son sol ce dont elle a besoin, que ce soit physiquement, aération, drainage, facilité pour les racines de pénétrer, et chimiquement, nutriments disponibles, bon pH, eh bien, elle va développer un super système racinaire, profond, étendu. Et ces racines, elles servent à quoi exactement? À part tenir la plante droite. Elles sont cruciales. C'est par elles que la plante absorbe l'eau et tous les minéraux dont elle a besoin pour vivre et grandir. C'est sa bouche et son estomac en quelque sorte. D'accord. Et comment ça se voit sur la plante elle-même, au-dessus du sol? Des racines qui fonctionnent bien, ça veut dire que la plante est mieux nourrie en eau et en minéraux. Elle résiste mieux à un coup de sec, par exemple. Ah oui. Qui affaiblissent énormément les plantes. Et une plante bien nourrie, bien hydratée, elle a plus d'énergie pour se défendre. Se défendre contre quoi, Sam? Les maladies, les insectes. Exactement. Une plante qui n'est pas stressée par un sol qui ne lui convient pas, trop sec, trop humide, un pH qui bloque certains éléments, etc., elle est physiologiquement plus forte. Elle fabrique mieux les substances qui peuvent repousser des insectes ou empêcher des champignons de s'installer. Elle cicatrise mieux si elle est blessée. En gros, elle est moins vulnérable aux attaques, qu'elles viennent d'organismes vivants, maladies, ravageurs, ou du climat, un coup de chaud, trop de pluie d'un coup. Donc, pour la personne qui jardine, ça veut dire moins de traitement, moins de soucis. C'est exactement ça. En travaillant sur le sol en amont, on fait de la prévention. On a beaucoup moins besoin de recourir aux engrais chimiques pour compenser des manques, ou aux pesticides, aux fongicides, pour régler des problèmes qui, souvent, s'attaquent d'abord aux plantes affaiblies. C'est une approche plus saine. Oui, on crée une synergie positive. Le sol devient le premier partenaire de la santé des plantes. C'est lui qui fait une grande partie du travail. C'est une belle vision, très en lien avec un jardinage le plus respectueux. Mais il y a une autre dimension, fascinante parce qu'on ne la voit pas. Toute la vie qui grouille dans ce sol. Ah, vous touchez là un point essentiel. C'est le quatrième grand intérêt de connaître et soigner son sol.
On a tendance à voir la Terre comme un support, physique, chimique. Mais c'est d'abord et avant tout un milieu vivant, incroyablement riche, incroyablement complexe. Un vrai écosystème, juste là, sous nos pieds. On pense tout de suite aux vers de terre, bien sûr. Les stars du sol. Oui, ils sont emblématiques et leur rôle est très important. Ils aèrent, ils drainent, ils mélangent la terre, ils enfouissent la matière organique. Mais ils ne sont qu'une toute petite partie de la vie du sol. Ah bon? L'immense majorité de la vie du sol est microscopique. Vous savez que dans une seule cuillère à café de bonne terre de jardin, il peut y avoir des milliards de micro-organismes? Plus que d'humains sur la Terre entière? C'est incroyable. Des bactéries, des champignons. Oui, des bactéries, des archées, une autre forme de vie microbienne, des champignons sous forme de filaments microscopiques, des levures, des algues, des protozoaires. C'est une diversité absolument stupéfiante. C'est vertigineux, oui. Et en quoi connaître les caractéristiques de notre sol, sa texture, son pH, sa richesse en matière organique nous aide à prendre soin de tout ce petit monde invisible? Eh bien, parce que tous ces facteurs, la texture, le pH, la quantité d'oxygène, la présence de nourriture, influencent directement qui vit là et comment cette communauté travaille. Par exemple, un sol très acide, ou au contraire très calcaire, ne va pas héberger les mêmes microbes. Un sol compacté, sans air, va défavoriser les organismes qui ont besoin d'oxygène et qui sont souvent les plus utiles pour décomposer la matière organique et libérer les nutriments. Donc, en connaissant son sol, on peut agir pour créer un environnement favorable. Exactement. On peut intervenir pour maintenir des conditions propices à une vie microbienne riche et active. Quand on ajoute du compost, par exemple, ce n'est pas juste pour améliorer la structure physique, c'est aussi et surtout pour nourrir toute cette vie du sol. Et c'est cette vie microscopique qui est le moteur de la fertilité du sol, en fait. En très très grande partie, oui. Ce sont ces microbes qui décomposent les feuilles mortes, les racines mortes, les restes de culture, et qui les transforment en humus. L'humus, c'est cette matière noire, stable, précieuse, qui améliore tout. La structure, la rétention d'eau, la réserve de nutriments. D'accord. Et ce sont aussi eux qui rendent les éléments nutritifs disponibles pour les plantes. Ils libèrent l'azote, le phosphore, le potassium qui sont stockés dans la matière organique ou dans les minéraux du sol pour que les racines puissent les absorber. Il y a même des bactéries qui capturent l'azote de l'air et des champignons qui s'associent aux racines, les mycorhizes, pour aider la plante à mieux chercher l'eau et les minéraux en échange de sucre que la plante leur donne. C'est une véritable usine vivante, alors. Absolument. Sans cette armée de travailleurs invisibles, le sol serait presque inerte, stérile. Donc, préserver l'équilibre physique et chimique du sol, c'est avant tout préserver et nourrir cette biodiversité qui travaille pour nous. Un sol sain, c'est un sol vivant. Donc, si on essaie de résumer un peu tout ça, comprendre son sol, c'est loin d'être un détail. Ça nous guide pour choisir les bonnes plantes, ça nous dit comment améliorer le terrain efficacement, ça a un impact direct sur la santé et la force des plantes, et en plus, ça influence toute cette vie souterraine essentielle pour la fertilité. C'est bien ça, Sam? C'est une excellente synthèse, tout à fait. On peut vraiment dire que comprendre son sol, c'est le premier geste du jardinier averti, du jardinier efficace. C'est ce qui permet d'aligner sa façon de faire avec la réalité écologique de son jardin. On allie le respect de la nature et l'efficacité. Faire les bons choix au départ pour s'éviter des échecs, améliorer la terre là où il faut sans gaspiller, avoir des plantes plus fortes qui demandent moins de soins et entretenir un sol vivant qui nous aide. Le cercle vertueux est clair. Précisément. Tout ça mène à un jardinage plus facile, plus productif, plus résilient aussi face aux aléas. Et surtout, plus durable. Il y a un vieux dicton qui dit « Le bon jardinier cultive d'abord son sol, ensuite ses plantes ». C'est joliment dit. Il y a beaucoup de sagesse là-dedans. C'est vraiment dans cette connaissance et ce soin du sol que réside une grande partie de la réussite. Et du plaisir de jardiner. C'est la fondation vivante du jardin. Ça donne vraiment une autre perspective sur ce qu'on appelle juste la terre. Ça invite à la regarder différemment, avec plus d'attention, de respect peut-être. Et peut-être, si on voulait aller un peu plus loin, au-delà de l'aspect purement jardinage, on pourrait se poser la question, est-ce que ce travail pour comprendre et soigner activement la vie de notre sol, ça ne change pas aussi notre propre rapport au monde vivant? C'est une belle ouverture. Ce dialogue avec la terre, même à petite échelle, cet effort pour encourager la vie sous nos pieds, est-ce que ça ne nous reconnecte pas, d'une certaine manière, au grand cycle naturel? Est-ce que ça ne nous fait pas sentir un peu plus membres de cet écosystème? C'est une question ouverte, bien sûr. Une invitation à observer, à ressentir. Peut-être qu'en se penchant sur notre sol,
En le touchant, en le sentant, en essayant d'imaginer toute cette activité invisible, eh bien on cultive aussi notre propre lien à la nature, notre capacité d'émerveillement et notre sens de la responsabilité. Une façon de jardiner pas seulement les plantes, mais aussi notre relation à la terre.